mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des agents de l'USGPN sont déployés au centre-ville de Port-au-Prince afin de forcer les automobilistes à respecter les mesures gouvernementales concernant l'interdiction de circuler à bord de véhicules ayant les vitres teintées. Un véhicule, vraisemblablement appartenant au Sénat, a été intercepté mercredi dans la zone de Village de Dieu. 7 de ses occupants ont été arrêtés selon le porte-parole de la PNH, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers. L'économiste Enomi Germain affirme que la forte différence entre les taux de change des secteurs formels et informels résulte d'une faiblesse de la régulation. Selon lui, la Banque centrale n'a pas la capacité de contrôler réellement le secteur informel. Les forces de l'ordre ont réalisé mercredi 10 mars une opération contre les bandits du Village de Dieu à Martissan. Cette intervention a été lancée 24 heures après la fusillade contre les locaux de l'EDH. Le porte-parole de la police, l'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers, indique que l'affrontement a été intense entre les forces de l'ordre et les bandits. Il souligne qu'en dépit de la grande puissance de feu du gang, les criminels ont perdu plusieurs périmètres. De l'avis de M. Desrosiers, cette opération vise à empêcher que les bandits ne se sentent trop confortables dans la zone. Les forces de l'ordre sont obligées de réaliser les opérations avec des pincettes pour éviter des dommages collatéraux. Nous avons réalisé une opération technique et professionnelle, a fait savoir M. Desrosiers, rappelant que de nombreux et paisibles citoyens sont pris en otage par les bandits. L'opération s'est déroulée pendant toute la journée du mercredi et s'est poursuivie ce jeudi. Entre des embouteillages permanents et la peur de circuler, les employés des institutions étatiques, et notamment Électricité d'Haïti et le tribunal de première instance de Port-au-Prince, ne savent plus à quel saint se vouer. Ils reconnaissent la légitimité de l'opération policière dans le souci de pacifier la zone, mais affirment toutefois que cette situation risque d'avoir de lourdes conséquences sur leur travail. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est un bicentenaire qui est réduit au silence lorsque les armes daignent se taire. Depuis 48 heures environ, la zone est un véritable champ de bataille, théâtre d'affrontement entre les agents des forces de l'ordre qui veulent en reprendre le contrôle et des bandits armés qui ne lésinent pas sur la violence. L'accès au portail Léogane, carrefour stratégique qui relie plusieurs départements du pays, est totalement interdit. Les quelques courageux qui ne se sont pas enfuis vivent dans la crainte. En effet, la zone a subi un véritable exode de sa population en pleine journée et les fuyards hésitent à venir récupérer leurs affaires. Vu le danger ambiant, même les chiens se montrent prudents. Des barricades mises en place avec des séparateurs sont remarquées, mais nul besoin de poser la question car les agents de la PNH sont partout. Dans de simples véhicules ou des blindés, ils patrouillent. Une opération qui a des conséquences sur de nombreuses institutions étatiques implantées dans la zone. Dans les locaux de l'Électricité d'État d'Haïti, après l'attaque subie mardi qui a fait un mort, quelques employés ont répondu à l'appel, mais les activités tournent au ralenti. Du côté du tribunal de première instance de Port-au-Prince, des tirs retentissent et ne surprennent personne. C'est le quotidien, expliquent des hommes de loi. Mercredi, des petits commerçants ont dû abandonner leurs marchandises dans la rue pour fuir les coups de feu. Cette dégradation du climat sécuritaire a des conséquences néfastes sur la vie des habitants de Carrefour. Entre les embouteillages monstres et la peur, ils tentent de vaquer à leurs occupations. Certains sont partis habiter d'autres zones à cause de leur emploi, de leur étude ou des activités scolaires de leurs enfants. Quelques-uns bravent le danger parce qu'il faut bien vivre. Le bicentenaire, autrefois considéré comme espace de divertissement, est aujourd'hui devenu une zone de non-droit. La PNH multiplie les interventions, le Premier ministre Joseph Joute formule des promesses, mais jusqu'ici, aucun retour à la normale durable n'est observé.
Des milliers d'emplois des Carrefours sont menacés à cause de cette situation. Quand ce n'est pas le kidnapping, ce sont des hommes armés qui décident de tenir tête avec les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Cette opération n'est pas la première, mais c'est à se demander si elle sera la dernière dans un contexte où les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. La police est un pied d'œuvre pour forcer les automobilistes à respecter les mesures gouvernementales concernant l'interdiction de circuler à bord de véhicules ayant les vitres teintées. Plusieurs agents de l'USGPN ont été remarqués au centre-ville de Port-au-Prince avec des couteaux suisses en main pour enlever les films des vitres des conducteurs réfractaires, a constaté une équipe de Métropole ce jeudi. Parallèlement, au niveau du bicentenaire, les policiers ont procédé à des fouilles systématiques sur tous les passants en raison des opérations menées contre les bandits du village de Dieu. Suivez ce reportage de Marvin Pierre. À l'angle de la rue des Casernes et du boulevard Harry Truman, ce sont des policiers appartenant à l'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN, qui font appliquer les mesures restrictives relatives à la circulation des véhicules aux vitres teintées. Vers midi ce 11 mars, alors que certains agents ont établi un périmètre de sécurité, d'autres retirent les films encore présents sur les vitres. D'un ton calme, les policiers s'adressent aux conducteurs. L'opération se déroule sans résistance de la part des sanctionnés. Toutefois, ils se montrent peu enclins à s'exprimer sur la question après avoir reçu l'autorisation de repartir. On avait une consideration? Oh, il n'est pas brutalisé ou non? Non. C'est normal, c'est correct. D'une manière générale, tous les passants sont contrôlés, qu'ils soient piétons, motocyclistes, automobilistes ou camionneurs. Les agents des forces de l'ordre ne tiennent aucun compte du statut social des personnes dont ils exigent le respect de la loi. Alors qu'un employé de la douane tente de s'identifier afin de bénéficier en traitement de faveur, l'un des agents le blâme car selon le policier, il fait partie des premiers concernés et pourtant, il refuse d'obtempérer. L'ambiance dans la zone fait froid dans le dos. Ceux qui tentent de la traverser se montrent vigilants. Tandis que les policiers s'occupent des automobilistes qui n'ont pas respecté le dernier communiqué du gouvernement, ils en profitent pour contrôler ceux qui viennent de la direction du village de Dieu. Pour éviter que des bandits n'échappent à leur vigilance alors que la PNH opère dans la zone, les agents de l'USGPN procèdent à un contrôle strict. Ainsi, 2 jeunes hommes sont interceptés sans papier d'identité. Cela fait environ une semaine depuis que l'autorisation des droits de teinte a été temporairement révoquée. Si des véhicules aux vitres teintées continuent de circuler dans la capitale, d'autres n'ont pas cette chance. Parallèlement, l'on se demande pourquoi les agents de l'USGPN se voient confier une telle mission. Depuis plusieurs mois, le plus grand désordre règne dans le domaine du taux de change ou, pour être plus précis, dans le domaine des multiples taux de change qui existent actuellement sur le marché. Pour faire le point, encore une fois, sur cette question, nous avons avec nous aujourd'hui l'économiste Enomi Germain. Bonsoir, Monsieur Germain, bienvenue. Bonsoir, Serge, et merci beaucoup, le plaisir d'être avec vous, et comme d'habitude. Bon, j'ai l'impression que là, c'est en train de bouger à nouveau. Il y a des tweets qui sont publiés, qui se plaignent, qui tirent la sonnette d'alarme. Alors, comment est-ce que vous voyez la question, vous? Et alors, on est d'accord que sur le marché, effectivement, il y a une multiplicité de taux. Et déjà, au niveau de la BRH, en tout cas, il y a 2 éléments de taux qui sont au fait des indicatifs. Vous savez déjà, il y a le taux de référence, il y a ce qu'on appelle également le taux moyen d'acquisition. Si le taux de référence, c'est le taux auquel
Oui, le taux de référence qui est censé, comme son nom l'indique, servir de référence aux autres banques. De référence aux autres banques, je viens de dire que c'est une indication, oui. Mais au fait, c'est un taux qui est calculé à partir des taux pratiqués sur le marché hier, par exemple. Par exemple, le taux de référence d'aujourd'hui est calculé à partir du taux d'hier, par exemple. En tout cas, ce taux est publié en particulier, c'est pour permettre de pallier à un problème d'asymétrie d'information qui pourrait exister entre les gens qui sont bien informés et les gens qui ne sont pas bien informés. Par exemple, si quelqu'un a son dollar qu'il veut échanger, au moins il a une indication en quelque sorte. C'est le taux de référence. Après, il y a le taux moyen d'acquisition et qui n'est pas trop loin du taux de référence. En tout cas, c'est une différence d'achat et de vente, en tout cas moyenne en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'entre les banques commerciales, il y a plusieurs taux. D'ailleurs, à l'intérieur d'une même banque, il y a plusieurs taux. Ouais. Par exemple, et une banque commerciale peut afficher un taux, et quand vous allez acheter du dollar, par exemple, c'est un autre taux qui est pratiqué. Donc, ça, on est d'accord que c'est un problème véritable. Mais entre les banques, il y a plusieurs taux. Mais le grand problème qu'il y a, c'est que c'est entre le marché formel et le marché informel. C'est-à-dire, entre ces deux secteurs, il y a un écart, on va dire, trop grand. Par exemple, aujourd'hui, et au niveau du marché formel, le taux, c'est à peu près 75 gouttes pour un dollar américain, alors que sur le marché informel, c'est autour de 95 gouttes. C'est-à-dire, on peut avoir des différences de 20 gouttes. Et c'est là le véritable désordre. Et ça, c'est un problème, en quelque sorte, de régulation, si on peut le dire comme ça. 20 gourdes de différence entre le secteur formel qui est la banque. Donc, si je me présente à un guichet de banque et que je veux changer $100, on me donnera 7500 gourdes. Ouais. Alors que si je fais ça dans la rue, j'aurai 9500 gourdes. Bien sûr que oui. Et déjà, sur le marché informel, il n'y a pas un taux. Il y a plusieurs taux sur le marché informel. Au moins, on aura 95 gouttes pour un dollar, mais on peut aller au-delà de ça. Parce qu'au fait, comme c'est l'informel, il n'y a pas un taux fixé. Chaque opérateur, en fonction de ses besoins en dollars, peut vous donner un taux qui est beaucoup plus élevé. Autrement dit, il y a un problème justement au niveau du marché d'échange, étant donné que l'écart il est trop grand entre le marché formel et le marché informel. Oui, mais là, Enomi, moi je suis un peu perdu. Parce que vous venez de me dire que ça dépend du besoin. Que l'institution a de dollars. J'aurais imaginé que le secteur formel a beaucoup plus besoin de dollars que le secteur informel. C'est quand même le secteur formel qui va avancer des dollars aux importateurs, etc. Ce sont d'énormes sommes. Alors que sur le marché informel, c'est plutôt là que se changent les transferts que la diaspora fait. Et ce sont des sommes relativement modestes, non? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Là, il faut pour moi-même partir de la circulaire 114-2 pour bien comprendre ce que vous dites là. C'est que dans un premier temps, et lorsque les transferts de la diaspora, c'est-à-dire les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora arrivent au pays, en général, les sous-agents de transfert ne payent pas ça en dollars américains aux bénéficiaires. Eh bien, ils gardent le dollar, ils négocient ça sur le marché informel. Et le marché informel a du dollar. Mais à partir de la circulaire 114-2, eh bien, le dollar est beaucoup plus canalisé au niveau du secteur formel eh bien, qu'au niveau du secteur informel. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'au niveau du secteur formel, il y a du dollar, mais dans l'informel, il n'y a pas. Mais maintenant, pour bien comprendre, c'est que l'économie haïtienne, c'est une économie informelle. Il y a de grands opérateurs qui sont au fait des opérateurs informels. Par exemple, la Banque centrale fait des injections, mais c'est à travers les banques commerciales. C'est ça. Mais qui bénéficie de ces injections? Ce sont les acteurs, évidemment, qui vont importer mais du secteur formel, en quelque sorte. C'est ça. Mais si je suis de l'informel, par exemple, j'ai besoin du dollar pour envoyer en République dominicaine à mes enfants, par exemple, ou aux États-Unis, ou je suis un acteur de l'informel qui veut importer du Panama, de la République dominicaine ou de n'importe quel autre endroit. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, comme je ne suis pas formel, il est plus difficile d'avoir du dollar des banques commerciales. Donc, ces agents-là expriment leur demande au niveau du secteur informel. Or, je viens de vous dire que le secteur informel est en panne du dollar, mais à cause justement de la circulaire 114-2. On n'est pas en train de dire que la circulaire n'avait pas son importance au moment où elle était appliquée. Parce que justement... Un petit point de rappel. Cette circulaire, c'est bien celle qui imposait que les transferts soient payés en gourdes à ceux qui les recevaient. C'est cette même circulaire, 114-2. Eh bien, évidemment, ça a freiné, on va dire, le rythme de dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain, mais ça a provoqué des conséquences perverses, si vous voulez. C'est que ça enlève du dollar, alors que les opérateurs de l'informel expriment leur demande en
dollars sur le marché informel. Eh bien, du coup, il y a beaucoup de pression sur le marché informel. Mais si les pressions existent, eh bien, le prix monte sur le marché informel, alors que sur le marché formel, le prix est plus ou moins, on va pas stable, mais relativement stable. Donc, voilà ce qui explique l'écart en quelque sorte. Donc, sur le marché formel, plus facile à gérer le secteur formel. Alors que le secteur informel, il n'est pas sous contrôle. Mais voilà ce qui explique en quelque sorte. Mais la différence, c'est que, je reprends, la circulaire enlève du dollar de l'informel, mais malheureusement, comme nous sommes une économie fondamentalement informelle, eh bien, il y a des demandes qui sont exprimées au niveau de ce secteur, eh bien, ça fait augmenter la pression. On parle de la loi d'offres et de demande. Puisqu'on demande beaucoup, eh bien, le prix augmente beaucoup. Et on va dire l'un des éléments de conséquence, c'est que, comme au niveau du secteur formel, le taux est bas, eh bien, il peut y avoir une désintermédiation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui apprennent là, des opérateurs qui doivent importer dans le secteur informel, dans le secteur formel là, il y a le venir dans le secteur informel là, puisque commerce ça plus facile. On appelle ça un problème de désintermédiation en quelque sorte. Donc, on risque 20 gouttes sous chaque dollar. Automatiquement, sans même aller dans l'importation. Donc, ça qui arrive là, c'est, je vais comprendre rapidement, c'est que vous risquez d'entrer dans un cercle vicieux si le problème n'a persisté, puisque tout le monde comprend, mais finalement, il va prendre dollar dans le formel là. Et d'ailleurs, même les banques commerciales, ils sont capables de mettre en place un ensemble de mécanismes pour montrer BRH, ils vendent dollars avec des opérateurs alors qu'ils ne peuvent pas vendre véritablement. Donc, il y a le négocier sur le marché informel, le faire bénéfice. Autrement dit, nous en face un danger là. Régulateur Banque centrale, tu prends ça, ma propre ça, circulaire 114-2A, pour justement te gérer, en tout cas, la part de l'informel sur le marché de change. Nous te dit que circulaire a une importance libre, mais il faut que Banque centrale là, maintenant, je dis, aller innover pour le contrer effet pervers ça, qui provoquait justement par circulaire 114-2A. Qui ça le fait? Bon, écoutez, c'est Banque centrale, c'est pour mettre un ensemble de mécanismes, notamment pour le permettre à acteurs qui sont importants dans l'informel là, qui ont besoin d'importer, ils ont un dollar directement pour le casser pression ça qui existait sur le marché informel là. Parce que son pression, c'est que des opérateurs qui ont besoin d'importer, par exemple, du riz, qui ont besoin d'importer toute bagaille, ils ont besoin de dollars, ils ne peuvent pas venir dans l'informel. Eh bien, ils sont prêts pour payer n'importe prix parce qu'il ne faut pas oublier. L'on est une femme besoin de dollars pour le faire commerce. Ce n'est pas prix, c'est pas ton nom qui est intéressé, c'est dollars besoin les mêmes. C'est-à-dire que si là, au niveau du secteur informel, il n'y a pas de taux à augmenter, là, parce qu'il quand même. Donc, Banque centrale là, je dis à là, c'est vrai qu'en pile entreprise, en pile opérateur pas formel, mais il faut que travaille à cœur pour qu'ils permettent quand même de jouer de dollars, puisqu'ils ont véritablement besoin du dollar pour le motif d'importation. Ce n'est pas des gens qui ont besoin de dollars pour serrer, c'est-à-dire pour motif thésaurisation, mais c'est pour importer. Donc, ils sont des acteurs informels, mais ce n'est pas des acteurs comme Tindado qui pas légal. Donc, il faut justement qu'il y ait des mécanismes qui mettent en place qui vous permettent de jouer de dollars. Parce qu'il ne faut pas oublier tout, non? Ça n'a pas dit là, c'est des problèmes conjoncturels. Parce que la Banque centrale là toujours a pas agi comme Simdado, comme au monde qui a beaucoup de l'eau qui a pété du feu. Il n'a pas créé du feu, mais il a pété du feu en quelque sorte. Donc, eh bien, sur le plan conjoncturel, il faut faire ça, mais ça ne va pas résoudre le problème de change, puisque nous discutons à maintes reprises de ça déjà. Pour résoudre le problème de manière structurelle, c'est notre économie dans sa globalité qu'il faut renforcer, c'est pas ces mesures, en tout cas de conjoncture. Bien sûr. Donc la conjoncture actuelle, si j'ai bien compris, Enobi Germain, c'est de trouver le moyen de rééquilibrer les taux entre le secteur formel et le secteur informel. Bah, bien sûr que oui, parce que c'est là toute la question. Bien sûr que oui, parce que c'est pas fait ça. Nous sommes d'aucun cas un problème de désintermédiation qui est selon cette vicieux. Mais l'autre problème encore rapidement, on va poser l'autre question, c'est que vous risquez handicaper davantage la planification économique. Par exemple, une entreprise qui a planifié, à qui tu l'as planifié, je dis là. Oui. Est-ce que la planifié à taux formel là ou bien taux informel là pendant que le bagage vient? Donc, c'est un problème de planification économique au plus haut niveau qu'il faut aborder. Oui. Bon, oui. Waouh, que d'ouverture. Bon, et Enobi, on va complètement changer de secteur. Bon, comme tout le monde le sait, maintenant... Et Joe Biden a réussi à faire voter son plan de relance économique de cette somme que... Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à l'imaginer, mais moi, je ne peux pas. 1,9 milliard de dollars. En fait, oui. Pas imaginer ça. C'est 1900 milliards de dollars américains. 1900 milliards de dollars américains. Bon, il l'a fait seulement avec les démocrates, ce qui signifie que demain matin, s'il se casse la figure, les démocrates vont en prendre plein la gueule, comme on dit, parce que les républicains ont même mieux retiré quoi. Est-ce que cette relance de l'économie américaine, si elle a lieu, mais bon, en principe, elle aura lieu, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'économie haïtienne? Et définitivement oui.
D'abord, au plus haut niveau, c'est qu'il ne faut pas oublier que les économies sont connectées. Il n'y a pas une économie qui fonctionne en autarcie. Et en général, lorsque nous avons une dynamique économique au niveau de l'économie, c'est extrêmement importante, l'économie américaine, en pile l'économie qui est automatiquement connectée avec le bénéficier de ça. Ça, c'est la règle générale. Mais maintenant, dans le cadre de l'économie haïtienne, déjà, nous connectés à l'économie américaine, moi, je pense qu'il y a bien de retombées positives. D'abord, au niveau de dynamique qui est là-dedans même. Par exemple, Pablo, son économie qui est exportée en particulier des États-Unis, en tout cas, ou exportée vers les États-Unis, notamment sur l'exportation sous-traitance qui était tombée avec Covid-19. Complètement. Oui. Donc, si on dynamique économique, nous avons acheté ma mettez sous en pile produit nous fait ici, acheter évidemment, en pile produit nous pas fini ici, mais nous commençons ici quand même et nous exporter quand même. Donc, si dynamisme là, est beaucoup très important avec plan ça, c'est ça le eh bien, évidemment, les exportations haïtiennes, possiblement, on a bien dit possiblement à augmenter. C'est-à-dire, ça, c'est quand même un avantage extrêmement important. Mais il y a l'autre secteur encore qui, quand même, fait de l'exportation timide vers les États-Unis, qui est capable de profiter de plan de relance. Ça. Mais maintenant, l'autre, on dit, retombée immédiate qu'on a bénéficié de ça, c'est justement à travers notre diaspora qui vit aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'au fait, parce que Pablo dans le plan, il prévoit des transferts mais d'être non conditionnels au binage. Il n'a pas parlé de nos grands piles et haïtiens qui vivent aux États-Unis qui fait transfert vers Haïti en général. Eh bien, lorsque en général, ils reçoivent un transfert, Pablo, ce n'est pas des transferts, ce n'est pas des montants qui ont un budget sur eux en quelque sorte. Donc, il y a tendance à faire plus de transferts vers le pays. Oui, mais là, on est passé du plan de relance à 1,9 milliard aux $1,400. Qui en deux plans. Qui prévoit en deux plans. Qui prévoit, mais bon, c'est pas la même finalité quand même. C'est pas la même finalité au fait, mais il faut bien reprendre, c'est que plan, il y a plusieurs composantes là-dedans. Il y a une composante évidemment pour aider les collectivités territoriales aux États-Unis. Bon, les collectivités, on dit ça comme ça. Et deuxièmement, il y a une composante côté que pour combattre Covid-19. Troisièmement, il y a pour, on dit, augmenter et la demande au niveau de l'économie haïtienne, l'économie américaine à travers des transferts non conditionnels. Transferts non conditionnels, là, veut dire, c'est chèque ou bail mounio, ou bail au cob. Donc c'est vrai que sur le plan global, plan, j'aime dit tout à l'heure, capable de bénéficier en pile secteur en Haïti, notamment sous traitance là, mais même plan Sato qui prévoit pour bail chaque ménage aux États-Unis $1,400 américains, il est capable de bénéficier à l'économie haïtienne, puisque justement, transfert en général a une tendance qui est importante. D'ailleurs, c'était le cas autrefois, par exemple, lorsque on dit président Trump est arrivé et fait des transferts aménagés, nous avons constaté que, en dépit du fait que tu as un ralentissement des activités économiques aux États-Unis, les transferts de la diaspora en Haïti ont été augmentés. C'est-à-dire que, en règle générale, lorsque les ménages ont bénéficié de transferts, ça n'a pas de budget sur eux, ils ont tendance à faire plus de transferts dans le pays. C'est-à-dire, vous voyez comme les familles, mais vous voyez comme vous faites l'autre activité, par exemple. On ménage aux États-Unis, en tout cas d'origine haïtienne, qui a construit, par exemple, les jeunes ont $1,400 américains, ils ont tendance, en tout cas, à injecter dans la construction. Oui, c'est-à-dire que cousin qui a occupé en quelque sorte. Donc, ça veut dire que plan, sous point ça, il y a tendance, en tout cas, à aider l'économie haïtienne. Non? Parce que les transferts à l'avenir, on a parlé de dollars qui entrent. Nous, avant, nous avons parlé de problème de dollars. Ce n'est pas même l'autre sujet, c'est le même sujet pratiquement, puisque justement, avec et augmentation de cette offre de dollars, c'est quand même un point positif pour le marché d'échange en Haïti. Donc, s'ouvrir plein de toute façon, et il est capable de bénéficier en pile l'économie, dont l'économie haïtienne qui est très connectée avec l'économie américaine en quelque sorte. Pendant longtemps, les transferts représentaient plus d'1 milliard de dollars par année. Après le Tévin Rivé, presque à 2 milliards. Aujourd'hui, c'est à combien? Non, aujourd'hui, nous retournons de 3 milliards de dollars américains. Nous passons le cap de... Oui, c'est-à-dire que les transferts sont extrêmement importants. Parce que ce que ça a observé dans le transfert, Banque centrale a observé, c'est que la fonctionné en augmentant. C'est-à-dire que, vous avez l'impression, pendant toute période, le transfert a augmenté tant que vous avez campé. Tant que tu as baissé en quelque sorte. Autrement dit, ménages ont tendance et voyez beaucoup plus de comme en Haïti, même si il y a un débat qui fait comprendre que, écoutez, il y a un danger sous ça. Le danger, c'est que génération de monde qui vivent aux États-Unis actuellement, et notamment aux États-Unis, ce n'est pas des gens qui font en Haïti, donc il n'y a pas de connexion à Haïti. Donc, c'est un risque pour le long terme en général. Ouais. Mais il y a un facteur, ça faut souligner, qui fait transfert, ça a augmenté. C'est notamment Haïtiens qui vivent en Amérique latine, en Chili, Brésil, par exemple. Les gens ont contribué à un niveau qui est extrêmement
important à avouer transfert dans le pays. Donc, plus Haïti a fait migration, Haïti a perdu en valeur, parce que c'est des capitales humaines qu'on a perdu tout. Voilà. Mais en quelque sorte, on rattrape une partie là-dedans, même si on débat comme émission, ce n'est pas tout à fait une émission académique, nous ne pas élaborer, mais on débat sur question ça. Mais le fait est que, lorsque justement, en tout cas, les Haïtiens au parti, ils vont transférer dans le pays et ça a utile à la famille et à l'économie dans une certaine mesure. Oui, oui, vous avez tout à fait raison de signaler l'Amérique latine, parce que, bon, l'émigration vers le Chili et le Brésil, ça date d'un peu plus, mais le Chili, c'est relativement récent. Donc, c'est des mondes qui font donc dont les liens avec les parents restés sur place sont encore très proches et ceci expliquant cela. Bon, eh bien, Enomi Germain, merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous est un petit peu compté. Merci beaucoup d'avoir jeté tous ces éclairages sur cette sempiternelle question du taux de change et de l'incidence que ça a sur la vie du pays. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup à vous et bonne fin de journée. À bientôt. Voilà, c'était M. Enomi Germain, économiste, professeur d'économie même, je crois bien. Oui, bien sûr. Voilà, qui jetait un éclairage une énième fois sur cette situation qui commence à prendre des dimensions un petit peu dangereuses avec cette multiplicité des taux de change qui existent en même temps sur le marché. On dit même qu'il y a plus de environ 6 ou 7 taux différents qui coexistent actuellement sur le marché. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.